Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un personnage central de l'histoire de France, un homme dont le nom est passé dans notre vocabulaire, parfois sans qu'on sache vraiment pourquoi. Cet homme, c'est Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV, souvent considéré comme le fondateur de l'économie moderne française, ou pour le dire autrement, comme l'architecte de l'État interventionniste à la française. On va voir ensemble qui c'était, qui il était, d'où il venait, le contexte historique dans lequel il agit, ce que c'est effectivement que le colbertisme, ce que ça a changé concrètement à son époque et surtout comment cela résonne encore aujourd'hui dans notre économie, dans notre État et même dans notre manière de penser la France. Donc Jean-Baptiste Colbert, il est né en 1619 à Reims dans une famille de marchands. On n'est pas dans la noblesse, mais dans cette bourgeoisie active qui cherche à s'élever par le travail et les affaires. C'est important, car toute la vie de Colbert sera guidée par cette idée. La richesse se crée par le travail, l'ordre et la discipline. Il entre très jeune au service de l'État, d'abord auprès du surintendant des finances Michel Letellier, puis il attire l'attention du cardinal Mazarin, le grand ministre de Louis XIII puis de Louis XIV. Mazarin voit en lui un homme de confiance, méticuleux et loyal. Quand Mazarin meurt en 1661, Colbert devient l'un des principaux conseillers du jeune roi Louis XIV, qui vient tout juste de prendre le pouvoir personnel. Et très vite, il va s'imposer comme le grand organisateur de la France. Donc, quel était le contexte? Donc, quand Colbert arrive aux affaires, la France sort de décennies de guerre, de désordre et de misère. Les guerres de religion ont ruiné une partie du pays. La Fronde, qui était une rébellion des nobles contre le pouvoir royal, a montré que le royaume manquait d'unité. Et sur le plan économique, c'est le chaos. Les impôts sont mal collectés, la corruption est endémique, les routes sont en mauvais état et les artisans français peinent à rivaliser avec les produits étrangers, notamment anglais et hollandais. La France, pourtant immense et riche, importe plus qu'elle n'exporte. L'or sort du pays, les manufactures étrangères prospèrent et les finances royales sont au bord du gouffre. C'est dans ce contexte que Colbert va tenter de remettre de l'ordre. Et son idée principale, c'est que l'État doit diriger l'économie pour servir la grandeur du royaume. Donc le colbertisme, ça vient bien sûr de son nom, et il désigne une doctrine économique mercantiliste, c'est-à-dire fondée sur l'idée que la richesse d'un pays se mesure à la quantité d'or et d'argent qu'il détient. Mais Colbert ne s'arrête pas là. Pour lui, accumuler les richesses, ça suppose de produire plus, de produire mieux et de produire en France. Donc, il faut encourager l'industrie nationale. Et pour encourager l'industrie, il faut que l'État encadre, contrôle et planifie. Donc le colbertisme, c'est une économie dirigée par l'État au service d'un projet politique, la puissance du roi et la grandeur de la France. Donc Colbert, il va s'attaquer à tout, et souvent à tout en même temps. Premièrement, il va s'attaquer aux finances. Il va traquer la corruption, réformer la fiscalité, centraliser les comptes. Il exige que l'argent des impôts serve réellement le royaume et non pas les poches des nobles ou des intendants. Il va créer un système plus rationnel avec une administration solide, des contrôles, des registres, des inspections. En un mot, il crée l'État moderne. Mais Colbert va aussi créer ou soutenir des manufactures royales, des tapisseries, des gobelins, des miroirs de Saint-Gobain, des draps, des soieries, des dentelles, des armes et même les chantiers navals. Ces entreprises sont souvent financées ou subventionnées par l'État, avec un monopole accordé à certains artisans pour garantir la qualité. Il va imposer des normes de production très strictes. Un défaut peut valoir une amende ou la perte du titre de maître artisan. L'idée, c'est d'avoir un Made in France avant l'heure, des produits français reconnus pour leur excellence, pour concurrencer ceux d'Angleterre, d'Italie ou de Hollande. Il va aussi s'attaquer au commerce et à la marine. Il comprend très bien que la puissance économique passe par la mer. Il crée la marine royale, développe les arsenaux à Brest, à Toulon, et va fonder des compagnies de commerce, la compagnie des Indes orientales, la compagnie du Levant et la compagnie du Sénégal, pour rivaliser avec les grandes puissances coloniales de l'époque. Il va aussi protéger les exportations françaises avec des droits de douane, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du protectionnisme. Il veut que les Français consomment français et que les étrangers achètent français. Et enfin, il va également s'attaquer un peu à l'urbanisme et à la culture, puisque c'est aussi le ministre des Arts et des Bâtiments du roi. C'est lui qui va organiser les grandes constructions, le Louvre, Versailles, les Invalides. Il va fonder des académies d'architectes, de peinture, de musique et de sciences. Il comprend que la culture est une arme politique, une manière de faire rayonner la France à travers l'Europe. Donc quels sont les résultats? Eh bien, c'est que la France, elle est au sommet, puisqu'elle devient un pays organisé, centralisé et productif. Les manufactures
donc vont se multiplier, les routes vont s'améliorer et les finances se stabiliser. La France devient la première puissance économique d'Europe continentale. Mais malheureusement, tout cela a un coût. Colbert exige l'ordre, la discipline, la soumission à l'État. Il ne croit pas à la liberté économique, il croit au contrôle. Et quand il meurt en 1683, une partie de son système commence déjà à s'essouffler, notamment à cause des guerres incessantes menées par Louis XIV. Mais même après sa mort, le colbertisme reste la matrice du modèle français. Au XVIIIe siècle, il influence des ministres comme Necker ou Turgot, même si ce dernier essaiera d'assouplir le système. Sous Napoléon, on va retrouver la même idée, un État fort, une administration centralisée, des codes, des infrastructures au service de la nation. Et plus tard encore, le colbertisme ressurgit sous De Gaulle dans ce qu'on appelle le colbertisme gaullien. Le général reprend les mêmes recettes, planification, grandes entreprises publiques, souveraineté nationale, prestige national. L'État construit, finance, dirige. EDF, Renault, la SNCF, le nucléaire, Airbus. On pourrait dire que Colbert est le premier haut fonctionnaire moderne, l'inventeur du modèle français d'économie d'État. Même aujourd'hui, dans notre monde globalisé, on va retrouver des traces du colbertisme. Quand on parle de souveraineté économique, de réindustrialisation, de préférence nationale ou de planification écologique, on parle en fait le langage de Colbert. Y compris, on pourrait même presque penser que quand Emmanuel Macron crée un plan France 2030 pour investir dans des industries d'avenir, ou quand l'État subventionne les usines de batteries ou protège des secteurs stratégiques comme l'énergie ou la défense, il agit dans une logique colbertiste. Et même à l'international, on peut voir que des grandes puissances comme la Chine et les États-Unis vont adopter des politiques qui rappellent Colbert. L'État soutient les entreprises nationales, protège ses technologies, planifie les grands projets d'avenir. Le colbertisme, finalement, c'est l'idée que le marché seul ne suffit pas. Il faut une main de l'État pour orienter, corriger et protéger. Et cette idée reste au cœur du débat économique contemporain. Alors, évidemment, tout le monde ne partage pas sa vision. Dès le XVIIIe siècle, des économistes libéraux comme les physiocrates ou Adam Smith vont critiquer Colbert. Pour eux, son système étouffe l'innovation, va empêcher la liberté des commerçants et favoriser les monopoles et coûte trop cher à l'État. Et en partie, ils ont raison, les manufactures royales ont souvent été déficitaires. Le protectionnisme a parfois freiné les échanges et la bureaucratie colbertiste a engendré une lourdeur administrative qui, d'une certaine façon, existe encore aujourd'hui. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Colbert n'était pas un théoricien du marché, c'est un homme d'État obsédé par la puissance de la France. Son objectif n'était pas d'enrichir les individus, mais de renforcer le royaume. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, au XXIe siècle, de Colbert et de son système? D'abord que l'économie, c'est une affaire politique. Derrière chaque modèle économique, il y a une vision du monde. Celle du libéralisme, qui croit à l'autorégulation du marché, et celle du colbertisme, qui croit à la puissance publique et à la planification et à la cohérence nationale. Colbert nous rappelle aussi que la richesse ne vient pas du hasard, mais du travail, de la formation, de la qualité et de la vision à long terme. Il a compris qu'un pays doit investir dans ses talents et protéger son savoir-faire, sinon il dépendra des autres. Et dans un monde où la mondialisation a parfois fragilisé les nations, cette idée retrouve une certaine actualité. Donc Jean-Baptiste Colbert, il est mort en 1683, détesté par certains, admiré par d'autres. Il a servi le roi avec une rigueur inflexible, parfois jusqu'à l'excès. Mais il a laissé derrière lui une France transformée, plus centralisée, plus organisée et plus ambitieuse. Et surtout, il a légué une manière de penser l'État, un État stratège, bâtisseur, protecteur de la nation. Quand on regarde notre administration, nos grandes écoles, nos entreprises publiques, notre attachement à l'idée de servir de l'État, on voit le fantôme de Colbert qui plane encore sur la France. Peut-être qu'au fond, la France est colbertiste par nature. Elle aime l'ordre, la planification, la grandeur, et elle croit, comme lui, qu'un pays fort, c'est un pays qui sait décider ensemble de son destin. Voilà pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, Colbert n'est pas seulement un nom dans un manuel d'histoire, c'est le symbole d'une certaine idée de la France.